Et voilà, c'est officiel. Après 2 générations de cette technologie, intégrée tout d'abord à l'intérieur des LG OLED G3 et M3 en 2023, mais bien entendu aussi à bord de produits concurrents de chez Philips, TP Vision ou Panasonic, par exemple. Puis, dans un deuxième temps, en 2024, au sein des téléviseurs LG OLED G4 et M4, eh bien, la technologie, la surcouche technique MLA pour ces fameux micro lens array tire sa révérence. En effet, le constructeur LG Electronics, cette fois-ci, a annoncé ses nouvelles télé haut de gamme sur le marché de l'OLED, à savoir les G5 et les M5, et ceci embarque bien, la toute nouvelle génération de panneaux de LG Display, ce qui devrait être du coup la même chose pour ceux qui l'adopteraient, concurrent, donc un constructeur concurrent. On va revenir sur les informations, mais naturellement, j'en avais déjà un petit peu parlé de ce à quoi il fallait s'attendre, et ça se confirme ici donc avec l'arrêt de cette technologie, en tout cas pour l'instant, puisqu'il faut néanmoins rappeler qu'en 2023, quand cette techno a débarqué, elle est arrivée au sein d'une dénomination qui s'appelait en fait les dalles Meta. On sait que c'est LG Display qui baptise ces dalles d'une certaine manière, et puis ensuite LG Electronics adopte ou non le naming. Souvent, il appliquait un nom un petit peu différent. Donc en 2023, G3, M3 pardon, c'était des dalles Meta, de première génération en l'occurrence, qui promettaient une certaine luminosité, certains traitements algorithmiques, et puis qui progressaient néanmoins de manière assez importante, notamment pour répondre à Samsung qui débarquait sur le marché de l'OLED lui aussi. Donc il fallait commencer à se distinguer, il fallait rehausser un petit peu ce plafond de verre, entre guillemets, auquel se confrontaient les téléviseurs OLED, et les micro lens array, les fameuses MLA, étaient un beau moyen d'y parvenir. On avait vu tout de suite un impact assez intéressant. Donc MLA de première génération était néanmoins couplé à des algorithmes Brightness Booster qui étaient là pour améliorer, là aussi, la gradation des paliers de luminosité, gérer mieux les hautes lumières et gérer mieux les basses lumières. En 2024, cette technologie, elle a progressé dans la disposition de ces milliards de micro-lentilles qui s'appliquent aux panneaux, et elle a également progressé en matière donc du coup de consommation énergétique, de luminosité, mais aussi au sein des algorithmes Brightness Booster. Encore une fois, enfin, c'était les Meta Multi Boosters qui eux aussi étaient là pour encore une fois améliorer la perception de ce que l'on pouvait avoir au niveau de l'image. Donc pour l'instant, on ne sait pas si les panneaux effectivement vont continuer de s'appeler Meta ou s'ils vont adopter un autre nom. Clairement, il y a quelque chose qui semble plutôt bien se dessiner, du côté de LG Display en tout cas, eh bien c'est cette fameuse dénomination de panneaux OLED tandem dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos sur la chaîne, très récemment, des vidéos qui ont été elles aussi publiées et qui sont à retrouver dans la playlist CES 2025. On sait qu'il y a cette technologie multicouche qui s'appellerait donc tandem RVB, mais ça je vous en ai déjà parlé. Pour le coup, encore une fois, LG Electronics ne valide absolument pas, en tout cas pour l'instant, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, les gens dorment du côté de Las Vegas, donc il faudra un petit peu patienter pour voir si les choses se réorientent, si les choses sont complétées à l'échelle des annonces que l'on pourrait avoir. Donc on va faire le tour des dernières informations qui naturellement vont pouvoir être complétées au fur et à mesure que le temps va passer sur ce CES de Las Vegas, avec ici une nouvelle fois cet article d'Ave César pour illustrer mes propos. Ça a été publié hier à 22 heures. On était connectés encore sur WhatsApp, on échangeait parce qu'on attendait ce communiqué de presse ici que vous voyez sur la newsroom officielle de LG, qui ne nous apprend pas beaucoup plus de choses par rapport à ce que je vous avais déjà annoncé, enfin déjà laissé sous-entendre par ailleurs, si ce n'est, eh bien quand même, comme l'indique ici le titre, adieu la technologie Meta MLA. Alors, avant d'arriver un petit peu là-dessus et commencer à supposer quelle va être la suite et peut-être un prochain naming, eh bien on va se rappeler juste que LG OLED G5 et M5, comme les G4 et les M4, ils vont utiliser la même base technique. Ça va être les mêmes promesses techniques à un détail près qui est lié tout simplement à la connectivité des TV. En effet, le G5, il va être proposé en 55, 65, 77 et 83 pouces. Attention, il y a ici il n'y a pas le 48 qui est mentionné, mais il existe. C'est juste que le 48 pouces, il ne va pas bénéficier des mêmes avantages que je vais citer ici notamment, et donc je pense que c'est pour ça que ici Ave César a décidé de le séparer un petit peu dans sa communication. Donc 55, 65, 77 et 83 pour le G5, et le M5 lui sera en 55, 77, 83 et 97 pouces. Donc on a un distinguo déjà sur les ratios.
Ça démarre sur du 55 du côté du G5 avec toutes les spécifications les plus évoluées de cette nouvelle génération de dalles. On a un 48 mais qui n'est pas concerné par ces améliorations. Et on a un M5 qui lui démarre à 65, qui va jusqu'à 97, mais qui, attention, là où le G5 est compatible avec les technologies VRR, donc NVIDIA G-Sync et FreeSync Premium jusqu'à du 165 Hz, eh bien le G5 est certifié, le M5 pardon, est certifié G-Sync de NVIDIA jusqu'à 144 Hz en raison de sa Zero Connect Box, qui est donc ce lien sans fil qui existe entre le TV et sa connectivité. Donc je poursuis. Nouvelle dalle OLED G5 M5, Brightness Booster Ultimate et Alpha 9 Gen 2. Alors là, il y a une petite coquille, c'est Alpha 11 Gen 2. Je vais lui dire, ça va être corrigé rapidement. On ne sait pas encore ce qui se cache derrière cette nouvelle dalle OLED, mais LG évoque de nouvelles technologies. Alors vous allez voir que là, on va y revenir dans le deuxième article, qui améliore l'architecture de contrôle de la lumière pour atteindre une luminosité 3 fois supérieure à celle des modèles OLED conventionnels, sous-entendu la série B5 pour un APL à 10%. Alors c'est là que déjà on a une des premières informations qui est intéressante, puisque c'est la première fois que LG Electronics soutient de tels propos. Habituellement, ils nous disent ouais, c'est 20% plus lumineux, 30% plus lumineux, et là c'est 3 fois plus lumineux, 200% de hausse de luminosité. Alors, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on va être, avec les G5 et les M5, au niveau de ce que dit LG Display avec ses fameux 4000 nits, parce que, attention, c'est LG Display, de la même manière que le 4000 nits chez Samsung Display, c'est Samsung Display qui le dit avec un APL à 3%, et puis sans doute un truc des modes boost, etc. Bon, quoi qu'il en soit, on sait qu'une fois que ça passe en mesure à la maison, eh bien, par exemple, je vais le redire, G4, eh bien, j'avais plutôt mesuré aux alentours des 1620, 1630 nits, donc on est très très loin avec l'APL à 10, on est très très loin de toutes ces valeurs. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de nous dire ouais, 20-30% de plus, cette fois-ci c'est 3 fois plus, 200% de luminosité. Il y a eu un autre chiffre qui était intéressant, et bien cette fois-ci c'est l'écart qu'il y a avec l'APL à 100% qui lui eh bien, pourrait atteindre une luminosité de 320-356 puisqu'il serait 40% plus lumineux que le G4 avec cette fois-ci l'appel à 100%. 40% plus lumineux que le G4, ce qui devrait nous donner donc une luminosité full screen de 320-350 nits dans ces eaux-là, en tout cas j'imagine, en fonction des mesures que moi j'ai pu avoir. Donc ça c'est un élément qui est assez intéressant et qu'il faudra bien entendu vérifier et qui sera finalement plus intéressant sans doute dans certaines situations, dans l'essentiel des situations même, que ce fameux pic de luminosité à 4000 nits qui est annoncé. D'ailleurs j'ai bien vu que ça vous a fait réagir dans la vidéo, ouais à quoi ça sert, etc. Bah oui, il y a du master quand même qui est travaillé avec du 4000, avec du 4000 nits, avec du 10 000 nits, etc. Donc le HDR progresse, il faut que les téléviseurs progressent également. Alors encore une fois, ça sera des petits points lumineux dans l'image, ça ne sera pas toute l'image, sinon on serait complètement aveuglé, mais cette technologie, elle se doit d'accompagner également les évolutions en matière de signaux HDR, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que j'ai commencé à vous préparer des choses autour des contenus, notamment Dolby Vision, etc., sauf que c'est un très très gros sujet, donc je ne veux pas bâcler le truc. À savoir que la série LG G5 accueille en 2025 la diagonale 48 pouces, mais cette dernière ne bénéficie pas de la fonction Brightness Booster Ultimate. De même, la référence OLED 97 G5 Evo n'offre pas les mêmes performances que les modèles de taille inférieure. Pour rappel, c'était déjà le cas les années précédentes. On avait les très très grandes tailles. Il a fallu attendre une année pour que le 83 pouces intègre les fameux panneaux méta. Et on sait que même en 2024, chez Panasonic, le 77 pouces, par exemple, le Z93A n'avait pas de panneau méta 2.0 par rapport au Z95 qui en 55 et en 65 pouces intégrait cette technologie. Bon, là, très rapidement, je ne vais pas revenir sur tout cela parce que je vous en ai déjà parlé. Il y a la logique de Intertect Perfect Black Technology et Perfect Color Technology qui, une nouvelle fois, à une lumière ambiante de 500 nits, répondent à des noirs parfaits inférieurs à 0,24 nits. Et la seconde, qui est le Perfect Color Technology, qui, là encore, justifie de couleurs constantes dans une pièce éclairage du jour 500 lux. Donc ça, je vais très rapidement passer pour, cette fois-ci, s'intéresser à cette cette nouvelle génération de dalles qui pourrait donc éclipser cette dénomination de méta au profit de tandem OLED RVB, j'en sais rien, puisque de toute façon la dénomination méta, c'était déjà, encore une fois, comme je vous le disais, quelque chose qui était propre à LG Display, et nulle part on a vu cette appellation tandem OLED RVB, en tout cas pour l'instant, au sein de LG Electronics assurément. Par contre, dans ce qui est régulièrement mis en avant
par LG Display notamment. Je pense qu'on va le voir ici. Voilà, ça une illustration de LG Display. Et voilà, on la voit. Cette dénomination, elle est là, elle existe. Et donc, c'est pour cela, je pense que notamment avec César, s'est approprié cette dénomination et la partage ici. À quoi faut-il s'attendre ici sur ce changement? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit aussi sur les précédentes vidéos que j'ai fait, et notamment avec les articles de Flatpanel HD. C'est l'intégration, cette fois-ci, d'une couche supérieure. On était sur du 3 couches qui regroupaient du rouge, du vert avec des émetteurs, cette fois-ci utilisant des émetteurs phosphorescents. Le bleu était fluorescent et donc désormais on aura une 4e couche. La 3e couche va conserver le bleu fluorescent, les deux rouges, enfin le rouge, le vert phosphorescent, le bleu fluorescent, et la 4e couche va réintégrer cette fois-ci un bleu phosphorescent qui va donc permettre d'améliorer significativement, a priori quand même, eh bien, la luminosité, mais à baisser également la consommation d'énergie. Donc ce qui va permettre tout simplement à LG de répondre, enfin de tenir plus ou moins les engagements qui sont ici évoqués dans les différents articles, ou en tout cas de promettre les différentes hausses en matière de luminosité, 3 fois plus lumineux, je le rappelle, qu'un B5, et 40% plus luminosité sur un APL à 100% qu'un G4, donc deux valeurs qui pourraient être intéressants de vérifier. Et encore une fois, il faudra que le processeur Alpha 11 Gen 2, qui va être au cœur de tout ça également, fasse son travail. L'élément également que je voulais ici mettre en avant, c'est que cette technologie Brightness Booster Ultimate, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais elle est également régulièrement mise en avant dans les bénéfices que cela apporte à la colorimétrie. C'est vrai qu'on matraque pas mal, et un peu emporté, il faut bien le reconnaître, par tout le blabla marketing qui alimente cela, sur les pics de luminosité, etc. Mais je vous le dis assez régulièrement, il y a toute la logique de luminosité des couleurs aussi qui est importante. Et visiblement, l'ajout de ce fameux faux LED, ce phosphore OLED bleu, va permettre de étendre également la couverture colorimétrique dans l'espace BT 2020. On sait qu'aujourd'hui, ça peine à dépasser les 75%, là où le QLED QD-OLED de l'année dernière, donc technologie OLED renforcée au quantum dot, était au-delà des 80-82%. Donc clairement, là-dessus, le White OLED se faisait un peu botter les fesses. Eh bien, les dalles de cette année et Brightness Booster Ultimate et le phosphore bleu, etc., la 4e couche, pourrait améliorer tout cela. Voilà. Je vais poursuivre et puis sans doute finir même ici sur cet article avec ces autres informations que l'on peut d'ores et déjà vous partager, mais encore une fois, d'autres sont à venir. Parmi les autres fonctionnalités nouvelles, il faut citer un nouveau mode filmmaker géré selon les conditions de lumière ambiante, dixit LG. Ce dernier analyse avec précision l'environnement lumineux afin d'ajuster automatiquement les réglages de l'image pour respecter les volontés artistiques du cinéaste. Alors, c'est quelque chose qui existait en effet plutôt sur les autres modes, cinéma, etc. Historiquement, on a eu des premiers capteurs qui étaient des purs capteurs de luminosité qui se chargeaient d'abaisser donc la luminosité plus ou moins. On sait que ça pouvait donner lieu à des choses parfois pas toujours très joyeuses, des effets de pompage quand on passait d'une scène très sombre, une scène lumineuse, une scène sombre. C'est une variation qui était assez peu réactive, assez pas géniale, etc. Sur le LCD, sur certains LCD d'ailleurs, ça a été assez rapidement corrigé sur les plus grandes marques. Et puis on sait que chez TCL, ça a un petit peu plus tardé. Ensuite, on a eu ces fameux capteurs qui étaient cette fois-ci capables d'interagir sur les températures des couleurs grâce notamment à ces fameux capteurs RVB qui, eux, allaient donc jusqu'à ajuster, si vous avez un éclairage plutôt chaud, plutôt froid dans votre pièce, ça ajustait carrément la balance des couleurs, quelque chose qu'on retrouvait régulièrement dans les propos notamment de Philips, TP Vision, etc. Et on va avoir en 2025, vous en doutez, une grosse partie dédiée à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous partager ici certains chiffres qui m'ont été communiqués par LG parce que je suis encore théoriquement sous embargo, plus pour très très longtemps, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que LG s'est rendu compte que désormais, les utilisateurs font des démarches pour changer la qualité d'image sur leur téléviseur. Oui, ça peut paraître un peu étonnant, mais jusqu'à l'année dernière, au 2023-2024, un client achetait son téléviseur LG et puis il l'installait dans son salon et puis grosso modo il touchait plus à rien. Ce qui fait qu'avec l'arrivée des modes éco, les configurations standards, etc., il ne profitait pas de tout le travail qui pouvait être fait sur l'image. Alors ça, encore une fois, ils nous disent que c'était la masse, mais que ça a un petit peu changé dans le courant de l'année dernière où les gens désormais s'intéressent au mode d'image personnalisé. Alors personnalisé, que ce soit sport, cinéma, filmmaker, etc. Je vous partagerai des petits graphiques là-dessus dès que j'aurai le droit. Mais en tout cas, désormais, l'utilisateur est un petit peu plus sensible à cela et
surtout, ça a permis à LG d'identifier, encore une fois, sans doute par le biais de collecte de données, etc., que les utilisateurs appliquaient tel ou tel réglage qui a permis à LG de personnaliser cette fois-ci, d'affiner le choix des propositions de ces modes d'intelligence artificielle. Alors ces modes d'intelligence artificielle, on le connaissait sur la partie qualité de l'image, sur la partie image avec le AI Picture Pro et des fonctions qu'on retrouvait sur WebOS où le téléviseur vous proposait de sélectionner parmi différentes reproductions avec des images qui défilaient, etc. Vous choisissiez un ton plutôt qu'un autre, une configuration d'image plutôt qu'une autre, et puis vous arriviez grosso modo sur votre image idéale telle que vous la souhaitiez. Et bien désormais, sur 2025, on va avoir le AI Sound Wizard qui lui va faire peu ou prou la même chose, mais appliqué cette fois-ci à l'audio avec quelques données quand même assez intéressantes. C'est que pour la partie image, eh bien le AI Picture Pro, lui, était construit en analysant 1,6 milliard de paramétrages d'images. Et pour la partie audio, eh bien, ce serait 40 millions de profils sonores qui permettraient comme ça de créer la combinaison idéale entre la reproduction du son, avec plus ou moins de basse, un son plus ou moins neutre, etc., avec associé également à une qualité d'image. Alors là, je suis à nouveau revenu sur la partie communiqué de presse sur le site LG Newsroom. On retrouve toutes les logiques de taux de rafraîchissement variable, 165 Hz, donc pour le G5 et 144 pour le M5 et pour le C5. Les certifications NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium. Je ne vais pas revenir donc sur cette, comme je le disais, sur ce Clear MR 10000, ce score qui est quand même assez impressionnant, qui laisse sous-entendre qu'on va avoir une très très belle performance de la partie fluidité de l'image. Et puis, encore une fois, l'Alpha 11 AI Gen 2 va permettre de également travailler sur le Dynamic Tone Mapping professionnel qui progresserait et qui va donc permettre d'atteindre un niveau de contrôle expert sur les contenus HDR10 pour les créateurs professionnels, permettant une personnalisation et un réglage précis des images, une représentation précise des couleurs et des détails dans tous les environnements de visualisation. Donc là encore, vous voyez que ça laisse sous-entendre que le dispositif, le Dynamic Tone Mapping Pro, va non seulement aller améliorer les contenus HDR10, donc qui n'ont pas, comme les contenus Dolby Vision et le HDR10+, qui n'est pas pris en charge ici par LG naturellement, mais comme le contenu Dolby Vision qui a des métadonnées pour adresser bien évidemment la courbe HDR, pour adresser le mappage des tons et la dynamique des tons HDR, et bien là, c'est cette part de l'intelligence du processeur qui va améliorer tout cela en intégrant en plus, comme le dit ici dans tous les environnements de visualisation, comme le dit ici le CP, donc en intégrant cette logique du capteur qui est intégré au téléviseur. J'espère que c'est bien clair. Et iSound Pro donc, offre un son riche 11.1.2 canaux virtuels. C'est le cas sur C5, sur G5, M5, mais aussi sur C5, qui était en 9.1.2 l'année dernière. Pour conclure, on va avoir ces AI Voice ID, mais aussi les logiques de LLM, les fameux modèles de langage et le fameux Microsoft Copilot. Alors, tout ce qui est lié au langage étendu, comme il est ici indiqué, avec les fonctions de AI Search, eh bien, elles ne seront pas disponibles pour nous, en tout cas dans un premier temps, et même à l'Europe. Ça sera réservé aux États-Unis et à la Corée. Pareil, donc Microsoft Copilot, je ne m'attarde pas là-dessus. En revanche, on va avoir la présence de l'AI Chatbot qui, lui, va être assez intéressant parce que l'AI Chatbot identifie de manière proactive les problèmes potentiels des utilisateurs et propose des solutions rapides et efficaces. Alors ça, c'est à la fois, grosso modo, je suis en train de regarder un contenu, je dis au chatbot, tiens, je trouve que cette image, elle n'est pas assez nette, je trouve qu'elle est un peu trop lumineuse, etc. J'attends de voir encore quelles vont être les possibilités qui vont être dévoilées dans tout cela. Visiblement, LG aurait fait des démonstrations de WebOS 25, donc j'attends de voir si on va avoir des informations liées à tout cela plus précises, mais des infos que moi j'ai eues. Le chatbot va vous permettre de lui demander d'appliquer directement des réglages à l'image sans avoir à passer manuellement par les réglages eux-mêmes du TV, les différents menus de réglage. Et puis on va avoir aussi AI Voice ID, qui est cette fois-ci la personnalisation, en tout cas la reconnaissance de qui parle, pour la personnalisation de l'interface et de la suggestion, recommandation des contenus. En tout cas, c'est un peu comme ça pour l'instant que je l'ai compris. Vous le savez, c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible. Régulièrement, je disais, ouais, mais faites en sorte que nos interfaces des téléviseurs, on puisse les personnaliser. Alors c'est le cas aujourd'hui, sauf qu'il faut switcher manuellement avec souvent les menus du téléviseur pour
pour passer du profil de madame à monsieur, aux enfants, etc. Bref, grâce à AI Voice Match, l'intelligence artificielle va reconnaître qui parle et ainsi, si vous avez plutôt moi qui parle, le téléviseur qui dit tiens, qu'est-ce que j'ai regardé la dernière fois, il va m'afficher mes contenus pour me proposer de les reprendre, etc. Si je lui demande qu'est-ce que je peux regarder ce soir, une nouvelle fois, ça sera les contenus qui seront proposés, qui seront différents en fonction de si c'est moi qui en fais la demande, si c'est ma femme ou si c'est mes enfants. Donc ça, c'est vraiment des logiques de personnalisation un petit peu plus à l'extrême et qui devraient du coup également intégrer l'approche de réglage de contenu audio, enfin de réglage appliqué à l'audio et aux vidéos, donc les fameux réglages que j'évoquais juste avant avec Sound Wizard. Donc ça, c'est tout plein de petites choses qui devraient débarquer liées à l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, toute la partie IA générative également. On va attendre d'en savoir un peu plus parce qu'on a une galerie d'images génératives qui, par exemple, cette fois-ci, vous avez un événement à la maison, l'anniversaire du petit dernier, vous allez demander à l'intelligence artificielle de générer un fond d'écran pour se mettre un peu dans cette ambiance d'anniversaire. Mais reste à savoir, là encore, si ça sera des choses qui seront disponibles. D'ailleurs, le petit set peut-être disponible sur le marché américain, britannique et coréen, donc lors du lancement. Donc vous voyez que même ça, ce ne sera pas encore disponible. Enfin, le Home Hub, ce fameux portail qui regroupe un petit peu toute l'interface de LG, tout l'écosystème, vous allez retrouver la connectivité, vous allez retrouver vos objets connectés, vous allez retrouver les fonctions de ThinQ, produits compatibles avec Google Home et les divers appareils IoT, etc. Cette interface, elle va également aussi évoluer. Et donc, voilà. Donc, on rappelle très rapidement que WebOS Renew est également pris en charge ici dans ces téléviseurs. Je vous propose maintenant de faire un rapide tour du côté de ce récap de gamme, parce que voilà, encore une fois, on n'a pas toutes les caractéristiques techniques ultra détaillées, et notamment sur les logiques de luminosité pour les produits un peu inférieurs au G5 et au M5, et même des valeurs à mesurer ensuite à venir. Mais B5, c'est décliné 48, 55, 65, 77 pouces. White OLED, Alpha 8 Gen 2, 120 Hz, 4 HDMI 2.1. Le C5 qui, lui, va sans doute rester encore ce modèle le plus vendu, mine de rien, c'est 42-48, donc sans ce fameux Brightness Booster, comme je l'ai indiqué, 55, 65, 77 et 83. On va avoir le Brightness Booster, White OLED Evo, puisque c'est effectivement deutérium et ce petit plus de luminosité. Encore une fois, quelle est la part d'évolution versus un C4 affaire à suivre. Alpha 9 Gen 8 pour le processeur, 144 Hz, 4 HDMI 2.1. Donc l'évolution au 144, c'est quand même bienvenu aussi, je pense. Le G5, comme je l'ai dit, c'est 48 pouces en 120 Hz, mais attention, 48 et 97 ne sont pas Brightness Booster Ultimate. Alors, évidemment que je pense que le 97 sera quand même plus lumineux que le 48, mais pour autant, on n'a pas à nouveau cette logique de communication des boosts de luminosité appliqués au 97. Tout ce que je vous ai donné pour les x3 par rapport au B5 et les plus 40% à 100%, enfin x3 à l'APL à 3%, x3 sur l'APL à 10%, pardon, et plus 40% sur l'APL à 100% versus le G4, ça s'applique aux 55, 65, 77 et 83, mais attention, le 97 est encore en marge de cela. On a bien de l'OLED 4 couches ici pour cette famille-là, sans doute pas pour le 48 pouces d'ailleurs, j'y pense, mais Alpha 11 Gen 2, et à noter que vous l'aurez compris, le 48 pouces, c'est un nouveau modèle. Il n'existait pas au sein de la gamme G5. C'est un entrant. Alpha 11 Gen 2, 165 Hz, sauf pour le 48 pouces, 4 prises HDMI 2.1, ce qui diffère du OLED M5 qui lui est en 3 prises HDMI 2.1 en raison de sa Zero Connect Box qui plafonne également à 144 Hz, le même processeur, la même dalle, cette fois-ci décliné en 65, 77, 83 et 97 pouces. Et là aussi, j'imagine que pour le M5, je ne l'ai pas remis là, petite erreur de saisie, mais j'imagine que là aussi, le 97, de toute façon, n'est pas compatible avec ce boost de luminosité. C'était déjà le cas sur les modèles des années précédentes. Je le rappelle que déjà, quand on avait le 77, il a fallu attendre un peu pour que le 80, il a fallu attendre une année pour que le 83 intègre la technologie Meta 2.0. Et on l'a vu notamment chez Panasonic avec les Z95, qu'on avait un 55 et un 65 en Z95A qui avait la dalle Meta 2.0 et le 77 était sous la référence Z93A parce qu'il n'avait pas de dalle Meta 2.0. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais juste indiquer que l'un des objectifs de la technologie de tandem
OLED, ou l'un des objectifs du fait de se séparer, cette fois-ci, de cette couche de micro-lentilles, était, selon les analystes, etc., également de proposer des téléviseurs OLED moins onéreux. C'est en tout cas sur ce segment du premium, parce que cette couche de micro-lentilles, ce sont des milliards de micro-lentilles, et que industriellement, sur l'aspect matériel, etc., ça impliquait des coûts. C'est en tout cas ce qui ressortait des différents articles et différentes choses qui avaient pu être mises en avant, c'est que c'était un surcoût. Et on le voyait d'ailleurs, de toute façon, sur le marché. Ça devrait permettre à LG et in fine aux autres de proposer des téléviseurs OLED un petit peu plus compétitifs. Parce que je vous rappelle que si je me remets ici sur les images, cette fois-ci que j'ai partagées dans d'autres vidéos qui, là ici, sont issues d'analyses qui sont sourcées DSCC et qui sont issues ici du site de Display Daily, eh bien que le marché de l'OLED n'est pas encore à la fête. Je vous rappelle que 2023, c'était tout le marché de la télé qui était un peu poussif. 2024, on renoue avec la croissance, mais l'OLED, sur près de 200 millions de pièces, on doit être aux alentours des 170, 180 en 2023 et pas loin de 180 millions de pièces, je pense, du coup. On est ici sur... allez, 3%, 3,5% pardon, de panneaux OLED versus tout le reste en LCD, tout combiné, LCD de base, mini LED, etc. Et quand on sait aussi que le prix moyen du TV, qui se situe entre 450 et 500 euros, selon les différentes études, GFK, etc., on comprend aussi que le LCD occupe ici une grosse partie, et forcément la croissance du mini LED également accompagne le truc. Mais vous voyez bien que sur 2025, voilà, ici, la DSCC estime que ça va représenter 3,5% de part de marché. Donc, pour autant, est-ce que LG Display et LG Electronics et les autres acteurs vont se dire, puisque cette technologie coûte moins cher, on va en profiter pour impacter tout de suite cela sur les prix de vente? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Les prix, encore une fois, il ne va pas falloir s'attendre à les avoir tout de suite. Tout le monde va attendre. Samsung n'a pas communiqué de tarifs. LG ne va sans doute pas les communiquer. De toute façon, il n'y a aucune marque qui communique des prix à l'échelle aujourd'hui de ce salon qui est en plus aux États-Unis. Il va falloir patienter à minima aux alentours du mois de mars. Je pense qu'on commencera à être bien fixé. Voilà. Mais est-ce que ça va être une politique qui va être appliquée de suite? Ici, je parle d'LG Electronics et les autres qui vont adopter la techno, j'en sais rien, j'ai de forts doutes. Je pense qu'ils vont continuer à justifier le fait que c'est quelque chose de très innovant, très performant, etc. pour justifier du caractère premium encore de ces téléviseurs. Mais on peut croiser les doigts. Croisons les doigts pour faire en sorte que ce soit un des bénéfices, en tout cas, de cette nouvelle génération de panneaux qui, encore une fois, je ne sais absolument pas quel sera son nom officiel, mais qui semble de toute façon utiliser ces fameuses 4 couches, alors, OLED, tandem, RVB, peu importe. Mais on a donc ce mix de émetteurs bleus fluorescents et phosphorescents, une annonce de hausse de luminosité et une promesse également attendue, espérée, d'une meilleure couverture de l'espace colorimétrique BT2020. Voilà, maintenant, je vous invite à réagir à cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, voilà, ce que vous pensez de tout ça. Bien entendu, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos parce que là, tout va s'enchaîner. Les prochaines conférences également vont suivre et il va falloir rester connecté à la chaîne parce que j'espère pouvoir en suivre certaines en live. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!